C'est, je suis très heureuse de présenter deux experts en économie dans leur domaine et ils sont des experts avec les défis pour le changement climatique et l'énergie, les changements de technologie, comment sera le monde et comment Canada peut être compétitif. Et je vais vous présenter Marc en premier, qui est un partenaire à Builders VC. Alors, tu devrais être sur notre conseil d'administration. Ils sont dans la vallée du Silicon et SolarWinds et COO aussi de la technologie et a lancé leur propre communauté. Ils ont 2 millions d'utilisateurs de différents 60 pays et des clients peut-être comme le ministère de la Justice, AT&T, Google, Facebook, même Walmart. Alors, il était investisseur à Synergie et Sky Poulton. Et aussi, il a travaillé en technologie à CIBC, Marché mondial, et aussi Enbridge. Et il est gradué de finance de cette université ici. Il a reçu le Future Alumni Award et d'autres récompenses. Alors, Top 40, Under 40 et 2021, une étoile. OK. Et, et aussi Peter Terzakian. Et alors, il est le fondateur de l'Institut de recherche ARC et pour Financial Corp aussi. Il a créé Energy File et un projet pour d'énergie. Il a un baccalauréat en sciences de l'Université de l'Alberta. Ah, les personnes d'Edmonton vont être contentes de vous entendre. Et aussi, l'Université de Southampton et MSc de MIT et professeur aussi adjunct de l'Université de Calgary. Alors ça, c'est un gradué global finalement. Il fait beaucoup de revues de panel et de politique fiscale. Il a été dans le Hall of Fame Petroleum et de l'Institut de finances durables et président de la Galerie d'art de Calgary. Il a écrit plusieurs livres, incluant celui qui s'appelle Thousand Barrels a Second, la fin de l'obésité, de l'énergie et d'autres histoires de disruption et de transition en énergie. Alors, si ce n'est pas assez, il écrit à toutes les semaines euh, pour ARC. Alors, ensemble, aujourd'hui, on va regarder à deux points d'économie de quelle façon qu'ils sont indépendants et comment ils sont symbiotiques. Alors, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Bonjour, Peter. Alors, Peter et moi, on a eu ces conversations-ci pendant beaucoup de temps et ma perspective pour le jour comme capitaliste en Alberta, un fonds de un demi-milliard pour l'agriculture, l'industrie. On a fait collectivement, peut-être dans 20, 30 années, lui et moi, et au début des années 2000, quand on était à Coastal Ventures, on a une perspective unique, comme Peter, pour l'indépendance, interdépendance et symbiotique.
et on en avait parlé il y a 2 semaines, mais je veux parler un peu pour le côté indépendance. Il y a des cycles pour l'énergie et la haute technologie, et Peter peut parler en énergie beaucoup mieux que moi, mais même si on se ramène au 2000, il y avait des cycles et je pense qu'il y a des de la technologie, des facteurs qui les changent, mais les deux secteurs ont été en collision et être interdépendants juste au début du secteur de l'énergie et la haute technologie et l'énergie ont un rôle symbiotique ensemble. Si on regarde à notre province, au début des années 70, par exemple, comme Aostra, la technologie était au centre du gouvernement de l'Alberta pour ouvrir la technologie des sables bitumineux et la capacité de d'ouvrir tout notre développement et les deux rôles, je pense maintenant qu'ils sont en collision. Vous ne pouvez pas parler d'énergie sans parler de haute technologie. Et Peter et moi, on a parlé souvent qu'est-ce qu'on a au début de la technologie ou le changement de climat. Alors, la dernière année, il y avait peut-être 71 dollars euh, dans la technologie depuis 2011, comme par exemple, mais avant, c'était 20 milliards et collectivement, dans la dernière décennie, ou plus de 100 000 milliards de technologies qui vont directement dans le secteur de l'énergie avec des solutions de haute technologie. On voit des vagues d'indépendance, l'énergie euh, et maintenant technologie peut-être est dans un bas d'un cycle, mais Peter, je pense qu'il serait d'accord pour la technologie est vraiment une partie essentielle de l'énergie. Quand vous dites la collision, ça m'inquiète un peu. Est-ce que c'est comme une expérience nucléaire, par exemple? Ils, ils se rencontrent et après ils explosent ou, ou est-ce ils se cognent ensemble et ils font plus d'énergie? Quelle sorte de collision? Je pense que ces deux sections, si vous regardez, comme si on regarde le portfolio de Renaissance, il y a le côté des nouvelles frontières, technologie de destruction. Je ne pensais jamais à 250 millions fonds pour le nucléaire, mais je pense que beaucoup d'investissements dans la technologie de frontières qui est destructrice, mais aussi dans l'autre portfolio de ARC, le côté d'efficacité. On voit ça de façon pratique dans notre portfolio et euh, vous pouvez maintenant utiliser ChatGPT pour des gains d'efficacité et aussi il y a des technologies de frontières, mais ils ont aussi transformé euh, pour alors la fusion nucléaire, alors qui reviennent euh, qui sont portés par la renaissance du capital et des investissements et aussi la loi des États-Unis d'inflation. Alors, il y a des crédits pour les investisseurs. On a vu cela, mais maintenant, mais je ne sais pas pourquoi ça s'appelle l'investissement. Les choses changent. Alors, efficacité, entre efficacité et la destruction. Après, Google a trois, mais alors le leader est du Canada dans Google. Alors, Peter, est-ce que je peux te demander dans vos livres, vous parlez le principe de symétrie?
Est-ce qu'on peut la diversité et le développement de solutions peut être encore pour une collision? Comment vous voyez cela avec le principe d'asymétrie? Et comment est-ce que Parce que cela personne marche n'a avec le vu votre principe livre. d'asymétrie? Vous voulez peut-être en parler parce que je pense pas que tout le monde ait lu le livre hier, peut-être avant-hier, mais je vais juste dire, moi, je pense même pas que j'ai lu mon livre au cours des 10 dernières années, mais le principe d'asymétrie illustre comment inefficaces nos systèmes d'énergie sont du début jusqu'à la fin. Alors, dans mon livre, je montre, par exemple, si nous prenons le- l'électricité à feu de charbon, si on prend 100 livres de charbon, on brûle, on crée de la vapeur, on fait des turbines, on fait de l'électricité, ça passe par la grille jusqu'à notre maison pour allumer une ampoule. Alors, 100 livres de charbon, il n'y a qu'une livre qui est utilisée pour vraiment utiliser pour l'emploi utile qui est d'illuminer la maison. Alors, 100 barils de pétrole, on utilise peut-être seulement 12 pour tourner nos roues. Donc, nous perdons 88 barils juste pour chauffer. Alors, il y a une asymétrie immense et cela n'est pas une bonne nouvelle pour la société, ni pour, étant donné le fait que nous dépendons à 80% des combustibles fossiles au niveau mondial. Alors, une bonne nouvelle, c'est que si on éteint les lumières, on tire profit parce que quand on n'utilise pas une unité d'énergie, on économise 100 livres de charbon. Alors, le livre il y avait plusieurs chapitres qui ont parlé des comportements du consommateur comme pouvoir tirer profit énormément sur l'enjeu de l'énergie et la notion d'efficacité. Si nous pouvons prouver l'efficacité de quelques pourcentages d'une source primaire, et cela inclut les turbines à vent et les panneaux solaires, nous pouvons vraiment aider la société. Mais c'est là où la société et la technologie se rassemblent parce que nous cherchons la nouvelle grande chose comme la fusion ou peut-être quelque chose avec les batteries. Un de mes arguments majeurs dans mon livre qui a été publié en 2009, c'était si on a 100 dollars à dépenser, est-ce qu'on dépenserait tous les 100 dollars sur des nouvelles technologies afin de changer le paradigme d'énergie qui prend des décennies et des décennies, ou est-ce qu'on dépenserait une partie des 100 dollars ou une bonne portion pour améliorer l'efficacité ou quelque chose qui utilise un peu moins de technologie pour changer les comportements humains afin de vraiment pouvoir tirer profit de la conservation d'énergie en utilisant moins. Alors, l'intersection de toutes ces idées, c'est pas seulement de nouveaux paradigmes de comment prendre une unité crue d'énergie et la convertir dans le travail que nous voulons, mais c'est très important et c'est là où l'intelligence artificielle et l'optimisation de systèmes entrent en jeu pour que nous soyons plus responsables par rapport au voyage de l'énergie à travers l'infrastructure jusqu'à l'usage final. Alors, vous avez dit que le problème, c'est la consommation, les inefficacités, le comportement humain, les mises à échelle et notre capacité de penser de façon critique qui nous empêche de progresser. Si vous vouliez nous dire quoi faire pour commencer à penser d'une façon un peu plus originales et une réflexion plus critique. Qu'est-ce que nous devrions faire? Alors, je ne veux pas vraiment vous dire, vous faire un commentaire
condescendant et dire les personnes ne pensent pas, mais il faut juste penser d'une façon un peu plus responsablement et penser aux conséquences de nos comportements. Mais une des choses que je dis, c'est que la technologie n'est pas le facteur limitatif afin de résoudre la crise climatique, arriver à zéro carbone et tout cela. Parce que souvent, on nous dit de suivre les sciences. Peut-être vous avez déjà entendu cette ligne. Suivons les sciences. Et je dis, bon, alors moi, j'ai été formée en tant que scientifique, je comprends cela, mais la plupart de mon temps, c'est de suivre les sciences qui portent sur le comportement. Ça aussi, c'est une science. Parce que les facteurs limitatifs sont les décisions prises à la table de la cuisine et à la table du bureau. Et je peux dire que dans un environnement d'entreprise, il y a on est paralysé, on ne comprend pas comment appliquer la technologie à des problèmes de base, et comment allouer les ressources. Et à la table de la cuisine, il y a des crises d'anxiété, il y a l'inflation, pouvoir payer le loyer, etc. Alors, tout cela, c'est des questions qui nous empêchent d'avoir une réflexion un peu plus critique, comme vous l'avez dit. Et ce que j'aimerais même ajouter, ma conjoncture, c'est que c'est des petites décisions prises par tout le monde autour d'une table de la cuisine est très importante si on peut retracer cela à la source d'où l'énergie vient et d'où les émissions sont générées. Ça, c'est vraiment une réflexion très profonde et en pensant à ce que vous m'avez dit auparavant, je lisais un rapport de C.D. Howe et ce rapport indiquait que nous avons été trop loin dans le domaine de STEM et nous avons besoin de rapporter les humanités et les sciences sociales afin de pouvoir avoir une meilleure perspective équilibrée du monde. Et ce qu'il disait, c'est qu'il faut plus le côté humain et plus de sciences sociales. Et il y a aussi l'autre partie où nous pouvons avoir une éducation interdisciplinaire plus inclusive pour que les ingénieurs soient exposés aux sciences sociales. Est-ce que c'est un peu des deux ou qu'est-ce que vous recommandez? Je suis absolument d'accord. On est allé trop loin avec STEM et moi, je suis vraiment foncé. J'ai toujours été élevée dans le domaine de STEM, 2 tiers de ma carrière, mais maintenant, j'essaie de trouver comment communiquer de façon plus efficace les enjeux techniques et complexes à des personnes qui essayent de prendre des décisions importantes. Alors, si moi j'ai 100 dollars à dépenser maintenant, je dépenserai 60 sur les sciences en matière de comportement et de meilleure communication sur les enjeux fondamentaux pour que les personnes prennent des décisions plus responsables. C'est ça la question. Je crois que vous faites un excellent travail afin de communiquer maintenant. Merci beaucoup. Marc, si vous deviez investir dans un des investissements, qu'est-ce que vous feriez en tant qu'investissement? Ça, c'est une bonne question. Alors, je pensais que j'ai 86 compagnies qui varient en les sciences humaines, la génétique, la technologie des graines, dans le côté de l'agriculture. Alors, nous passons beaucoup de temps maintenant avec George Church à une université privée qui est l'inventeur moderne d'une technologie et nous avons une plateforme très intéressante sur laquelle nous avons investi, c'est Colossal Biosciences. Alors, ils prennent CRISPR et sa technologie et les embryons synthétiques afin de ramener les espèces qui ont disparu. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable et quelqu'un nous demandait et une question comme quelles sont les conséquences
il y a beaucoup de conséquences par rapport à la biodiversité sur la planète. La Fondation des animaux sauvages a indiqué que 60% des animaux peuvent disparaître au cours des prochaines décennies. Mais maintenant, avec la technologie, on a dit qu'il y aura en 2027, il y aura un animal qui a disparu qui apparaîtra sur la scène. Alors, c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes très diverses qui pensent à propos du côté de déontologie et comment rapporter la biodiversité. La deuxième chose qui affecte tous nos secteurs, c'est vraiment l'équation de la main-d'œuvre. Et je crois que tous les secteurs, surtout le côté de col bleu, il y a des défis de main-d'œuvre, accéder, recruter, maintenir la main-d'œuvre. Et ce que nous faisons, c'est nous investissons beaucoup dans les robots. Nous avons une compagnie qui s'appelle IA Sécurisé pour construire des camions qui on cherche des places éloignées dans le monde pour voir si nous pouvons extraire du charbon, des extraits minéraux. Là, il y a beaucoup de défis sur le recrutement et la rétention de talents. Par exemple, en Australie du Sud, c'est 325 millions de dollars par année pour exploiter un camion. Alors, le secteur minier fait face à beaucoup de pression. Alors, nous avons pris une équipe de Caterpillar il y a 6 ans pour construire des trousses qui peuvent être installées sur les véhicules industriels pour qu'ils soient autonomes et synchronisés à travers toutes les flottes. Alors là, on fait plein de sondages par année, à chaque année, parce on voit que le talent sera l'enjeu principal. Il faut aussi penser à la composante de col bleu sur le marché. Tous ceux qui terminent leurs études, tous qui rentrent à l'université, les numéros ont vraiment baissé. Alors, on essaye d'encourager, on essaye de voir comment encourager les personnes à rentrer dans les métiers spécialisés et les robotiques, étant donné le coût de certaines de ces innovations, rend cela beaucoup plus accessible. Il y a 7 ans, nous avons fait quelque chose à Silicon Valley et eux, ils ont des flottes autonomes dans leurs champs de pétrole depuis 10 ans. Il y a une autre compagnie qui dit qu'ils ont 8 véhicules autonomes là. Alors, on pense beaucoup à... Il y a l'application Waymo pour voir ce que c'est que de conduire un véhicule autonome. Alors maintenant, imaginez-vous être dans un véhicule Caterpillar de 3,5 tonnes et qui pèse énormément. Alors, c'est quelque chose de fou. Alors Alors, maintenant, quand on regarde au quand on Canada regarde et le nous Canada, avons des petites populations, est-ce que, et on regarde les pages financières, on a les communautés de chambres à coucher comme des États-Unis. Alors, on attend d'être développé. Peut-être que on devrait envoyer notre technologie pour réchauffer leurs chambres. Est-ce que ça serait notre rôle? Mais est-ce qu'on devrait changer le paradigme et, et le Canada soutenir les États-Unis, mais être partie d'une économie globale? Et peut-être à Peter, je vois qu'il était en train d'écrire là. OK. Oui, je pense que vous êtes, oui, c'est exact, mais c'est nos ressources, notre économie de ressources, on exporte beaucoup de nos ressources brutes sans avoir une valeur ajoutée, mais dans les dernières 20 années, qui a été amplifiée dans les dernières 10 années, on a, on est devenu les vilains comme une économie de ressources. C'est vraiment cela cause plusieurs euh, enjeux de polarisation et je reviens encore une fois, problème de comportement, sciences comportementales.
et quelle est la valeur qu'on pourrait ajouter à la société en reconnaissant que ce pays a été développé par les ressources naturelles. Et on peut extraire les ressources et c'est venu d'investissements de l'étranger, surtout des États-Unis. Si vous regardez dans les années 50 et 60, il y avait une entente avec les Américains. Oui, OK, on va venir, on va financer votre l'infrastructure énergétique et le montant d'investissement dans le Canada dans l'infrastructure du pétrole, 1,9 trillion de dollars dans les dollars d'aujourd'hui. Alors ça, c'était largement financé par du financement à l'externe du pays. Je pense 70% des États-Unis. Alors pourquoi c'est pertinent si on revient à votre question? Parce que maintenant, on nous demande de transformer, de faire des transitions de notre énergie, de la décarboniser. L'argent va venir d'où? Qui va payer pour cela? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la population est quand même assez basse, alors le bassin d'investissement est plus bas. Le gouvernement du Canada ou les gouvernements provinciaux ne peuvent pas financer les transitions énergétiques. Et je pense qu'ils donnent du capital de début, mais le capital privé ne vient pas ici parce qu'on a une crise d'identité pour qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est bon pour les ressources naturelles et pour ajouter aussi les États-Unis, comme on a mentionné, la loi de l'inflation, euh, les bassins d'investissement vont financer les projets américains. Et moi, comme Canadien, je dis quoi? Pourquoi on finance des, et- des zéro carbone de nos compagnies, mais on le fait maintenant aux États-Unis? Alors, mais c'est un peu dérangeant et ça devrait l'avoir. Et on devrait avoir cette conversation au pays. Comment on fait des décisions, comment on surpasse la polarisation et comment on devient fier. Qu'est-ce qu'on a fait historiquement bien fait et qu'on peut bien faire encore? Et encore une fois, si on regarde au domaine d'énergie, qui est mon expertise, tellement de technologies et d'innovation pour augmenter l'extraction et pour les mines, puis ça a été exporté autour du monde, mais on ne peut pas être capable, pourquoi, je ne sais pas, pour changer de niveau de prospérité et dans une ère d'inflation et, et de basse productivité. Alors, c'est un appel à l'action et vraiment, on revient aux sciences de comportement. Alors, merci. On a parlé de fonds, de, de fonds de base et alors, où sont nos lacunes? Si vous pouvez illustrer pour nous. Oui, je pense que Peter a raison. Ça l'a changé. Notre industrie a changé. Alors, quelquefois, on est, euh, on est compétitif entre villes, entre régions. Alors, je pense qu'en général, on a très bien fait. Alors, les débuts des stages comme par exemple, Banque du Canada, 1,1 milliard d'équité, Queen Tech et d'autres, Deep Tech, Quantum Fund. Il y a beaucoup de ressources, mais vous prenez le Fonds d'innovation stratégique, STCC, et aussi maintenant le Fonds de développement canadien. Puis c'était fait avec une compagnie de Calgary.
Alors, où sont leurs deux premiers projets? C'est en Allemagne. Toutes ces technologies ont été développées ici au Canada. C'est extraordinaire, très efficace. Et dans les débuts de... Alors, qu'est-ce qu'on fait bien? C'est très bon. Qu'est-ce qu'on fait très bien? L'Université de Calgary, par exemple, l'association de capital de venture pour le troisième. Alors, Université de Calgary, L'Université de Calgary était très actif comme fonds d'investissement. On a fait bien des choses, CDL et d'autres organisations, mais on a des bonnes idées, mais là, les personnes s'enfargent l'une dans l'autre. Et comme 2006 et 2011, comme Peter a dit, l'infrastructure. Alors, c'est ça qu'on on manque. Il y a eu des organisations qui se sont levées. On est très bon au début. Et un exemple localement, l'ingénierie du carbone. Ça commence à l'Université de Calgary par David Keith, à Burnaby, un autre. Et maintenant, c'est rendu aux États-Unis. Ça, c'est un exemple classique. Alors, on construit l'infrastructure, mais il faut les garder dans notre pays et de nos initiatives. Alors, 15 milliards d'un fonds d'investissement canadien, mais avec le temps, on va pouvoir le dire, je pense euh, il a raison, on a des problèmes, comme par exemple des super grappes. On a des problèmes avec nos expertises. La question va être dans le bilan dans 2, 3 années. Alors, pour euh, garder les compagnies dans le pays, mais il y a des centres d'excellence que nous avons, euh, intelligence artificielle et la moitié de l'équipe, c'est des Canadiens. L'Université de Montréal, l'Université de Toronto, l'Université d'Alberta et l'Université de Calgary ont beaucoup de capacités intellectuelles. Alors ça, c'est un centre de d'excellence. Et quel est l'avenir de Quantum? On ne peut pas laisser tout à tout le monde. Alors, il faut faire tout cet effort et le capital et qu'on peut les garder dans nos entreprises, dans notre pays et peut-être aller plus loin dans certains domaines. Quand je vous écoute, je suis tellement inspirée et je pense que la science sur la recherche et l'investissement, il y a un avenir pour nous tous. Quand j'ouvre la télévision, je l'ai faite à l'hôtel hier, tout ce que j'entends, c'est très vitrieux. Personne ne veut savoir. C'est une conversation rationnelle. Ils mettent un point de vue qui n'est pas raisonnable. Alors, comment on devient moins vitrieux dans nos conversations? Je pense qu'il faut une tragédie pour changer les gens ou une grande découverte pour que tout le monde embarque. Mais sans une tragédie ou sans une grande découverte, comme le secret de l'univers, alors comment on peut rassembler les gens pour être des bons Canadiens? Peter, oui, oui, je crois vraiment que on est au point maintenant que je me sens qu'une fatigue euh, vitrieuse, une polarisation, les personnes ne veulent plus entendre, les personnes aussi n'aiment pas écouter à quelqu'un sur une scène leur dire quoi faire. Et je pense pas qu'on fait ça. Ici, présentement, on fait une discussion, mais il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur une scène, disent, vous devriez faire ci, vous devriez faire cela. Les gens sont fatigués d'entendre, moi, j'ai la solution. Les gens veulent parler rationnellement. Et je pense que Roseanne, vous dites une pensée critique parce que les voix les plus fortes
qui disent nous avons raison et pas vous, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui veulent venir dans une conversation d'une façon rationnelle. Alors, pour répondre à votre question, je pense vraiment qu'une étape à la fois, et c'est plus difficile, c'est très difficile d'être contre une personne en personne qu'en ligne, être un troll. Comme par exemple, se parler autour d'une table ronde, euh, c'est, c'est fait certainement partie de la solution. Et rassembler les gens d'avoir ces conversations. Et comme par exemple à la fin de cette session-ci, permettre à votre audience que je ne peux pas voir, le permettre d'avoir une conversation entre eux, comme un suivi, juste pour avoir des conférenciers un après l'autre sur une scène. OK, ça c'est vraiment une bonne invitation de demander, Marc, pour une remarque de conclusion, mais vous dites qu'on ne devrait pas, mais on a besoin des conseils d'experts comme vous deux, par exemple. Alors peut-être pour conclure, Marc, 100% avec Peter sur cela. Alors on se bat même entre villes comme Edmonton, Calgary. Alors, bipartisan ou non, d'autres gouvernements font tour du monde, mais on regarde la loi d'inflation et on juxtapose cela collectivement avec ce pays. Et je pense, comme Peter a dit, on ne peut plus avoir cet argument Alberta contre Ottawa, Alberta contre Colombie-Britannique. On est un trop petit pays. Alors, si ces organisations ne se lient pas l'un l'autre, alors on est devenu un nain. Alors, si on a des milliards de dollars pour des initiatives alors ces nombres-là sont maintenant sont nationaux aux États-Unis. Et nous, on continue de travailler en silo. On n'ira pas nulle part. Alors, comme Peter dit, lui, Peter, qui allait toujours à Ottawa, pour essayer vraiment d'ouvrir le dialogue. Comme une nation, il faut être debout. Alors, il ne faut pas être entre organisations, entre provinces. Alors, ça serait mon message à vous. Alors, aux États-Unis, ça a l'air du chaos, mais la transformation des événements pivots. Alors, la pandémie a été un grand pivot. Le travail autour de le domaine manufacturier, comme Microsoft, on a parlé 2 ans et le côté catalyse que maintenant le Canada, on est un pays trop petit pour se battre l'un avec l'autre. Alors, pour 800 milliards de dollars avec le gouvernement fédéral, j'aimerais ça tous nous voir être debout ensemble et se mettre debout ensemble en tant que pays. Alors, veuillez rester, avoir une conversation. Si vous êtes à Terre-Neuve et vous êtes en train de manger ou en Colombie-Britannique, vous prenez le petit déjeuner, vous pouvez nous envoyer vos questions par courriel et ensuite on va vous répondre. J'aimerais vous remercier d'avoir été ici. J'aimerais vraiment remercier Marc et Peter qui ont partagé leur sagesse et merci beaucoup. C'est un privilège.